Donc, bonjour à toutes, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le Jour de la Terre. On est contente de vous recevoir en grand nombre. Donc, je m'appelle Julie Boyer, je suis coordonnatrice provinciale à la formation à la FEAS. Puis, au nom de toute la FEAS, on est contente de vous recevoir et de collaborer avec le réseau des femmes en environnement pour vous offrir cette conférence d'aujourd'hui qui s'intitule « Un regard écoféministe sur la crise climatique ». J'aimerais céder la parole à Madame Lise Courteau, qui est présidente de l'AFEAS provinciale, qui va nous dire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à ces activités de sensibilisation. L'AFEAS a toujours été sensible à l'environnement. Déjà en 1971, un sujet d'étude concernait la pollution de l'eau, de l'air, de la terre et par le bruit. À cette époque, l'AFEAS se questionnait sur le silence autour de ces enjeux. 10 ans plus tard, en 1981, l'AFEAS présentait au ministère provincial de l'Environnement un document intitulé « L'AFEAS et le recyclage », dans lequel nous demandions qu'il y ait un meilleur contrôle des contenants non retournables, de mieux réglementer la disposition des ordures ménagères, tout en favorisant un système de compostage et d'en développer la mise en marché, et aussi d'accorder plus de budget de recherche pour la réutilisation des produits d'utilité courante. En 2008-2009, la FEAS demandait d'interdire l'utilisation des sacs de plastique non biodégradables, d'éliminer les substances toxiques dans les cosmétiques, d'exiger des fabricants de produits de beauté et d'entretien ménager le retrait de tous les ingrédients nocifs pour la santé et l'environnement de la composition de leurs produits. Plus récemment, en 2019, la FEAS proposait que le Québec ait un ou une commissaire assignée spécifiquement aux impacts du climat, d'investir davantage dans la recherche pour remplacer les emballages non compostables et de légiférer pour diminuer le suremballage. Ces 2 dernières années, notre projet rassembleur s'intitulait « La FEAS devient durable » et incitait, entre autres, les FEAS locales à faire des réunions zéro déchet et à en faire un objectif à atteindre d'ici les prochaines années. Beaucoup de nos positions en matière d'environnement sont encore très pertinentes. On dit que plus les crises climatiques et environnementales s'aggravent, plus la pertinence de l'écoféminisme s'impose. Je tiens tout de suite à remercier à l'avance Mme Amandine Gournay du Réseau des femmes en environnement de venir nous éclairer sur ce phénomène. Je vous souhaite un beau et bon jour de la Terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise Courteau. Je vais céder la parole à Mme Amandine Gournay du Réseau des femmes en environnement. Amandine Gournay détient un baccalauréat en sciences de l'environnement, en études de l'environnement, pardon, et une maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Son essai de maîtrise qui a été publié en 2019 s'intitulait Écoféminisme et voix autochtones, perspective dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Créative et passionnée, Amandine s'implique pour une transition écologique inclusive et équitable. Elle le fait activement actuellement en tant que conseillère en développement durable et chargée de projet genre et environnement pour le Réseau des femmes en environnement. Donc, avant de lui céder la parole, je vous indique que la conférence va durer une quarantaine de minutes. Donc, il y aura une période de questions d'environ 15 minutes à la fin. On vous demanderait, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la fin. Vous pourrez soit prendre parole en levant la main, puis on ira par ordre de questions. Vous pourrez aussi les écrire dans le chat. Celles qui ne veulent pas prendre la parole pourront les écrire, puis on les récitera. Donc, merci Amandine. Merci beaucoup, Julie. Puis merci, Lise, aussi, pour le mot d'introduction. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir choisi d'être avec nous malgré probablement les nombreux autres événements qui avaient lieu aujourd'hui pour le Jour de la Terre. Donc, bonjour de la Terre, tout le monde. Je vais partager mon écran.
ça devrait fonctionner. On voit bien, Julie, tu peux me confirmer si ça Oui, fonctionne? absolument. Parfait. Ben merci d'ailleurs à la FEAS pour l'opportunité. C'est toujours vraiment un plaisir de collaborer avec vous. Donc, peut-être que je rajouterais, là, ma présentation a déjà été faite, peut-être que je rajouterais juste un petit mot sur le réseau des femmes en environnement. Donc, le réseau, on existe depuis maintenant plus de 20 ans. Puis, à la base, on est né du constat qu'il y a des grands liens entre les problématiques environnementales et la santé des femmes. Et puis, donc, maintenant, depuis une vingtaine d'années, on cherche à sensibiliser nos membres aux enjeux de genre et d'environnement. Et puis, on offre aussi du service conseil en développement durable à des organisations de toute taille et de toutes sortes. Et donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'écoféminisme, un sujet qui me passionne beaucoup. Donc aujourd'hui, en fait, je me suis fait un petit plan là, pour la conférence. Donc, je vais commencer par peut-être faire un bref portrait des enjeux de genre et d'environnement. Ensuite, on va rentrer dans qu'est-ce que l'écoféminisme. Et puis, on va remonter aux origines du mouvement. Et puis, on va aborder les perspectives. Donc, qu'est-ce qu'une lentille écoféministe peut apporter dans la lutte au changement climatique? Et puis, à la toute fin, on aura une période de questions. Donc, d'abord, en guise d'introduction, peut-être j'aurais voulu un peu vous expliquer comment j'en suis venue à m'intéresser à l'écoféminisme. Donc, cet intérêt-là est vraiment né de ma participation à la 24e conférence des partis. Déjà, dans les conférences internationales qui entourent les changements climatiques, on entend de plus en plus, notamment depuis celle de Bali en 2008, puis celle de 2009 à Copenhague, on entend beaucoup le slogan No climate justice without gender justice. Et puis, c'est un slogan qui ressort dans ces conférences internationales-là pour contribuer à visibiliser les questions de genre au sein de la gouvernance climatique. Puis donc, en étant là-bas, en parallèle des négociations, il y avait beaucoup d'événements parallèles, des conférences, dont certaines touchaient aux enjeux de genre, d'égalité des genres et d'environnement. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là qu'au-delà d'un phénomène scientifique, les changements climatiques, c'est un enjeu profondément social. Et puis, deux constats que j'ai faits aussi à cette occasion-là, c'était premièrement un peu un désillusionnement par rapport à l'absence de volonté politique de certains de nos gouvernements, des cibles climatiques que nos gouvernements ont du mal à atteindre, beaucoup aussi de mots et de paroles lors de ces conférences climatiques, alors que des fois, on se rend compte que les actions ne suivent pas toujours les mots. Et surtout, ce qui était visible, c'était la représentation des femmes. Donc, je me rendais compte que les femmes, en fait, n'étaient pas nécessairement les voix les plus entendues dans les négociations. Et puis, donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée à m'intéresser là, aux défis, aux opportunités que les changements climatiques présentent pour la lutte pour l'égalité des genres. Puis aussi, suite à mon parcours universitaire en environnement, je pense que j'avais comme un besoin aussi de trouver d'autres façons de voir, d'appréhender la crise climatique, puis d'envisager des solutions. Et regarder les enjeux à travers l'analyse féministe m'a semblé très, très prometteur. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais commencer par juste un petit topo sur les impacts différenciés des changements climatiques. Donc, tout d'abord, je veux insister sur le fait que les changements climatiques ne sont pas neutres du point de vue du genre. Ici, d'ailleurs, je spécifie là, le genre, j'entends vraiment la construction sociale du genre et non pas le sexe là, qui se rapporte plus vraiment aux organes physiologiques avec lesquels on est né. Et donc, il y a plusieurs domaines là, dans lesquels on pourrait dire que les femmes sont différemment impactées par les changements climatiques. Donc, tout d'abord, là, j'en ai listé quelques-uns. L'exemple des vagues de chaleur, ça peut être un exemple intéressant. Donc, les femmes seraient plus sensibles aux vagues de chaleur pour des raisons physiologiques. Et d'ailleurs, on sait qu'à Montréal, Montréal connaît des bonnes canicules pendant l'été. Et puis, on se rend compte que c'est ça, les femmes sont moins tolérantes à la chaleur extrême. Et puis, en plus, c'est souvent à elles que revient la responsabilité du soin des enfants, du soin des personnes âgées.
Aussi, les femmes sont plus susceptibles d'avoir un statut économique qui est précaire, ou elles sont plus susceptibles aussi d'être à la tête d'un ménage monoparental. Donc ça vient limiter leurs avenues, leurs ressources pour s'adapter au changement climatique. Du point de vue de la santé, les impacts sont nombreux. Donc, on a nommé, en fait, Lise mentionnait là, ce qui a trait dans les produits cosmétiques, donc ce qui a rapport avec les perturbateurs endocriniens, mais aussi au niveau de la santé psychologique. Donc, sur le plan psychologique, il y a plusieurs études qui montrent, par exemple, au Québec, il y a une étude qui portait sur les impacts des inondations au Saguenay en 1996 et qui avait mis de l'avant que les séquelles et physiques et psychologiques suite à l'événement étaient plus importantes pour les femmes que pour les hommes. Ensuite, j'ai écrit donc les ressources naturelles, surtout visibles dans les plus éloquents là, quand on pense aux pays en voie de développement, où les femmes sont souvent celles qui vont être responsables de la subsistance de leur famille, donc que ce soit la sécurité alimentaire, la collecte de l'eau, l'approvisionnement en combustible. Et puis, les changements climatiques vont compliquer la capacité des femmes à remplir leur rôle. Donc, par exemple, avec l'augmentation des périodes de sécheresse, les femmes doivent parcourir des plus grandes distances pour collecter de l'eau. Donc, c'est une charge de travail qui est accrue et dans certains cas, ça les rend plus vulnérables aussi aux violences sexuelles. Puis justement, pour ce qui est des violences sexuelles, on peut faire des liens entre l'augmentation des violences et les événements climatiques. Encore une fois, il y a des études qui ont été faites, dont une étude menée aux suites de l'ouragan Katrina, qui avait montré que les agressions sexuelles et les violences domestiques les occurrences de ces violences-là avaient quadruplé suite à l'ouragan qui a frappé là, en Nouvelle-Orléans. Donc, voilà, c'était quelques exemples d'impacts différenciés des changements climatiques. Ensuite, cette fois-ci, non pas au niveau des impacts des changements climatiques, mais plutôt dans la réponse à la crise climatique. Le message, le discours dominant est beaucoup axé sur la responsabilité des citoyens et citoyennes. Donc, on met beaucoup l'accent sur le rôle des individus comme consommateurs, comme consommatrices pour lutter contre la crise climatique. Par contre, quand on jumelle ça à la division du travail dans les ménages, la réalité étant encore que les femmes passent beaucoup plus de temps à faire du travail invisible, du travail non rémunéré, souvent le travail de care, donc de prendre soin. Et ça, on a des statistiques à l'appui, là, notamment ici au Canada. Bien, on se rend compte que cette idée de réponse à la crise climatique représente un risque d'exacerber la charge mentale des femmes et même aussi la charge morale parce qu'on se sent responsable, en fait, à ce niveau-là. Et ça fait aussi en sorte que les femmes vont mener leurs actions de manière dépolitisée, donc dans la sphère domestique plutôt que dans la sphère publique. En guise d'exemple, là, je parlais de statistiques, mais en 2015, je crois que c'est Statistique Canada là, qui avait montré que les Canadiennes passaient 50% de plus de temps que les hommes à faire du travail non rémunéré. Donc, majoritairement, encore ici, au Québec, au Canada, responsables des tâches ménagères, de l'épicerie et de la mise en place de comportements éco-responsables à la maison. Voilà. Donc, en plus de subir différemment les impacts des changements climatiques, les femmes ont aussi des perceptions différentes. Donc, ça ici, j'ai mis la couverture là, du baromètre de l'action climatique de 2020 qui avait publié les résultats d'un sondage qui avait été mené auprès de 2000 quelques adultes québécois et québécoises. Et puis qui montrait en général que les femmes seraient plus préoccupées par la crise climatique, donc plus susceptibles d'avoir des attitudes pro-climat, et en contrepartie que les hommes seraient nettement plus nombreux à avoir des croyances qui favorisent l'inaction climatique. Donc, on constate aussi là, une différence dans la façon des femmes et des hommes à considérer ou à trouver des solutions à la crise climatique. Donc, les hommes seraient plus portés vers des solutions technologiques, techniques, alors que les femmes peut-être plus portées vers des solutions au niveau des changements de comportement.
Et donc, c'est sûr que nos stratégies d'adaptation et de mitigation des changements climatiques doivent prendre en compte ces différences-là pour éviter d'exacerber les inégalités. Donc, je reviens vers plutôt le cœur du sujet, donc l'écoféminisme. Donc, l'écoféminisme, c'est une combinaison du mot écologie et du mot féminisme. Il n'existe pas vraiment de définition figée de l'écoféminisme. On parle plutôt de les écoféminismes parce qu'il y a vraiment plusieurs courants, plusieurs théories là, qui divergent un petit peu. Mais vraiment, le dénominateur commun à tous les courants théoriques écoféministes, c'est la conviction qu'il existe des liens indissociables entre la domination des femmes et la domination de la nature. Et donc, la lutte féministe et la lutte environnementale seraient liées. Donc, c'est aussi de dire que, en fait, ce sont deux formes de pression, donc et la domination des femmes et l'exploitation de la nature, qui devraient être abordées conjointement. L'écoféminisme, c'est à la fois une théorie, c'est à la fois théorique et pratique. Donc, c'est à la fois un mouvement social, mais c'est aussi une théorie. À la base, l'écoféminisme, le but était vraiment de construire un mouvement plutôt grassroots. Donc, c'est ça, j'ai écrit critique féministe du mouvement environnemental, critique écologiste des mouvements féministes. Et puis, l'écoféminisme vient remettre en question le système dans lequel on évolue, qui serait à la source de ces deux formes de domination, qui est notre cher système capitaliste et patriarcal. Et donc, dans ce système-là, on se rend compte, en fait, les formes de pression vont s'appuyer sur ce qu'on appelle une hiérarchie dualiste. Et je crois que c'est ma prochaine slide, oui. Donc, ça, c'est un exemple de hiérarchie dualiste qui nous est beaucoup hérité du siècle, du développement de la science moderne. Et donc, notre système dominant a vraiment favorisé cette vision binaire du monde, donc vraiment deux dimensions hiérarchiques, où on associe les femmes au monde du sensible, de l'irrationnel, etc. Et l'homme plutôt à la raison, à la culture étant autant le politique, le commerce, le volet militaire, le profit, etc. Donc ça, c'est quand même bien important à comprendre là, quand on s'intéresse à l'écoféminisme, à la théorie de l'écoféminisme. Donc, je dirais aussi, je rajouterais que l'écoféminisme est un mouvement qui a été fortement critiqué. En fait, les critiques souvent critiquaient l'écoféminisme de faire preuve d'essentialisme. Donc, l'essentialisme, c'est le rapprochement là, femmes et nature sur des bases biologiques, comme le fait de pouvoir porter la vie. Et donc, la critique essentialiste, en fait, avait lieu parce qu'on craignait ce rapprochement-là entre femmes et nature, parce qu'on se disait, est-ce que c'est pas un peu de répéter le discours patriarcal, finalement, le discours juste ici, là, où la femme est au même endroit que la nature? Donc, ça a été, c'est ça. Le grand débat, je pense que c'est est-ce qu'on doit rejeter ce rapprochement femme-nature-là? Émilie H., que je trouve super intéressante, dit qu'en rejetant cette identification des femmes avec la nature, on sauve les femmes, mais on sacrifie la nature. Ce qu'elle sous-entend ici, c'est qu'on en vient à... En fait, on sous-entendrait une version négative de la nature en faisant ça. Et puis donc, au lieu de vraiment remettre en cause le dualisme, on passerait du côté de la culture. Alors que le problème, ce n'est pas la nature en tant que telle, c'est plutôt le fait qu'on considère la nature comme étant inférieure en raison de ce dualisme-là dont on a hérité à travers l'histoire. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'au sein de l'écoféminisme, j'ai dit, il y a plusieurs courants. Et puis, on ne veut pas non plus exclure les femmes qui, elles, s'identifient plus à la nature, au lien avec notre biologie. Donc, l'idée, ce n'est pas de rejeter tout ce qui nous rattache à la nature. Ce qui est fondamental, c'est vraiment la remise en question du dualisme.
Ensuite, j'aurais voulu brièvement aborder le concept d'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'analyser comment les différents systèmes d'oppression s'additionnent, vont venir se croiser mutuellement. Donc, l'intersectionnalité, c'est un terme qui nous vient de Kimberly Crenshaw, qui est une féministe afro-américaine. Et puis, ça nous sert aussi à nous rappeler que la catégorie de femme n'est pas une catégorie qui est homogène. On a beaucoup de choses à prendre en considération, que ce soit l'âge, la classe sociale, etc. Et ces différentes identités-là viennent façonner, en fait, le rapport des femmes aux problématiques environnementales. Donc, les femmes, par exemple, qui vivent à l'intersection de plusieurs oppressions vont être davantage touchées par les changements climatiques. Donc, on pense aux femmes autochtones, aux femmes racisées, aux femmes trans ou non-binaires, les femmes en situation de handicap aussi. Et puis, ce que la petite roue nous montre ici, là, tout simplement, je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous puissiez voir, mais plus on est au milieu de la roue, plus on est privilégié, et plus on se trouve à l'extérieur, moins on est privilégié dans la société qu'on connaît. Donc, voilà. Puis le message ici aussi, c'est que nous ne sommes pas tous égaux, égales face aux enjeux climatiques, notamment à cause de ces différentes formes de marginalisation. L'intersectionnalité étant un concept fort important là, dans la théorie écoféministe. Puis, je crois que ça, c'était ma dernière slide au niveau de la définition de l'écoféminisme. J'aime beaucoup cette citation de Jeanne Burgard-Goutal qui dit que l'écoféminisme, c'est donc pas une addition écologie plus féminisme pur et simple. Donc, on peut être écolo, on peut être féministe sans nécessairement être écoféministe. Elle rappelle qu'être écoféministe, c'est voir des liens entre l'exploitation et la brutalisation de la terre d'un côté et la violence perpétrée envers les femmes de l'autre, et que ces deux formes d'oppression-là ont la même source, en fait. Donc, l'écoféminisme, en fait, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que ce n'est pas une étiquette à apposer sur toute femme qui s'engage dans la défense de l'environnement, par exemple. Ensuite, je vais juste regarder le temps. Parfait. Donc, un petit peu d'histoire. Je voulais, c'est ça, retracer un peu l'histoire de l'émergence du mouvement. Donc, c'est à Françoise d'Aubonne qu'on attribue le terme écoféminisme qu'elle a utilisé dans son livre Le féminisme ou la mort en 1974, où elle écrivait d'ailleurs dans ce livre que le rapport de l'homme à la nature est plus que jamais celui de l'homme à la femme et que le drame écologique découle directement de l'origine du système patriarcal. Donc, on retrouve la prémisse de base de l'écoféminisme dans ces extraits. Puis, elle voulait attirer aussi dans son ouvrage l'attention sur le potentiel des femmes à mener la révolution écologique. Et puis, en parallèle, donc, il y a eu vraiment l'apparition d'un mouvement de terrain, cette fois-ci aux États-Unis. Et puis, tout le contexte là, des années 60 a son importance dans l'émergence du mouvement écoféministe. Donc, aux États-Unis, qu'on pense à les mouvements de contestation afro-américains, mouvement hippie, mouvement antinucléaire, la deuxième vague de féminisme avec la libre disposition de son corps, la contraception. En fait, l'effervescence de toutes ces luttes-là ont créé un terrain fertile pour faire le pont entre différentes formes d'oppression. Donc, ensuite, on a tout le contexte politique des années 1980. Donc, on dit souvent que l'écoféminisme est lié à travers ce contexte-là de course à l'armement nucléaire, la publication du rapport du Club de Rome, puis aussi un contexte de déforestation massive. L'écoféminisme a été particulièrement, dans les années 80, actif dans les luttes contre le nucléaire. Et je crois qu'ici, je vais revenir à ma slide précédente juste après, mais on dit beaucoup qu'aux États-Unis, vraiment, le point de départ d'une action écoféministe, ça a été l'accident nucléaire de Three Mile Island en 1979.
Et puis, de ça a découlé l'organisation d'une conférence qui s'appelait Women and Life on Earth, Ecofeminism in the 80s. Puis ça a réuni des centaines et des centaines de femmes autour de la question nucléaire et des impacts sur la vie des femmes. Et puis, leur action phare, je dirais, a été la Women's Pentagon Action, où se sont rassemblées plusieurs milliers de femmes dans une incroyable manifestation en 1981, dont j'ai mis une image juste ici. Donc, on utilisait l'image symbolique de la sorcière, on utilisait beaucoup de théâtralité pour vraiment déployer une action de grande envergure et protester là, autour du Pentagone aux États-Unis. Et puis, c'est intéressant parce que ça a ouvert, je ne sais pas où j'ai lu ça, quelqu'un qui disait que ça a ouvert la porte à une action écologiste avec beaucoup de créativité. Puis ça, c'est le propre d'ailleurs du mouvement écoféministe, c'est toute la créativité là, qu'on trouve dans les actions. J'ai mis, en fait, j'ai indiqué que l'aboutissement majeur de cette action-là, ça a été la Unity Statement, et j'ai rajouté 2 extraits de ce statement-là, cette déclaration. Ce qu'on constate, c'est que les femmes réclament une nouvelle version du développement. Elles ont peur pour la pérennité de la vie sur Terre, elles ont peur pour la vie de leurs enfants. Et elles proposent un modèle qui serait beaucoup plus coopératif et où on aurait un plus grand sentiment de responsabilité envers les générations futures. Donc, il y a vraiment un désir de se mettre ensemble plutôt que de subir chacune dans notre coin là, la grande peur qu'implique cette menace nucléaire. Donc, si on se détache de l'Occident un petit peu, un mouvement qui est souvent évoqué dans la littérature aussi écoféministe, les débuts de l'écoféminisme et tout, c'est le mouvement Chipko en Inde. C'est un mouvement pour la conservation des forêts. Donc, c'était l'initiative de villageoises qui étaient presque majoritairement des femmes qui s'opposaient à l'abattage des arbres, qui s'opposaient à l'exploitation des forêts à des fins commerciales. Et donc, elles entouraient les arbres pour les protéger et s'opposaient comme ça à la coupe. Voilà. Ici, j'ai listé les quelques figures connues, parmi les figures les plus connues de l'écoféminisme, pardon. Et donc, notamment Inestra King, qui était à l'origine de la conférence là, dont j'ai parlé juste précédemment. Elle est la première théoricienne américaine de l'écoféminisme avec Caroline Merchant, qui est un petit peu plus bas. Inestra King, ça a aussi été la première à offrir une approche féministe des enjeux écologiques à l'Institut d'écologie sociale au Vermont, et ça, c'était à la fin des années 70. J'ai aussi ajouté Greta Gard, qui, elle, c'est plutôt une perspective queer de l'écoféminisme, et c'est super intéressant. Donc, ces femmes-là ont toutes des approches un petit peu différentes, mais je les ai listées ici à titre indicatif. Je mentionnais juste avant que les actions écoféministes sont souvent, c'est ça, il y a beaucoup de créativité, des fois on voit de la danse, du théâtre, puis aussi dans les textes qui sont issus de mobilisations écoféministes, que ce soit de la poésie ou autre forme de texte. Ce qui est intéressant, c'est que, puis Émilie H. le dit, elle dit les textes articule des dimensions qui sont ordinairement distribuées dans des disciplines différentes. Donc, on a tendance plutôt dans nos sociétés peut-être à mettre les disciplines en silo. Là. Donc, on a le spirituel avec le spirituel, le politique avec le politique, la science avec la science. Puis, ce qui est intéressant dans les œuvres écoféministes, que ce soit justement de la poésie, des actions artistiques, ou même des fois des textes plus académique, c'est qu'on vient mélanger ces disciplines-là, ça choque et puis ça nous donne un levier encore plus grand de transformation de nos sociétés et de contestation. Donc, je disais au tout début que ce n'est non pas un écoféminisme, mais bien des écoféminismes. Donc, il n'y a pas de définition unique, c'est vraiment un continuum. La question
Et est-ce que, dans le fond, d'avoir plusieurs courants comme ça au sein d'un même courant, c'est source de division? En fait, une des choses fondamentales aussi à l'écoféminisme, c'est vraiment le souci d'unité, le souci de cohésion, malgré les différents fondements théoriques. Donc, j'en ai nommé quelques-uns. Donc, on a par exemple l'écoféminisme social, où on va repenser la division sexuelle du travail. C'est un courant où on dit qu'il n'y a pas de caractéristiques innées qui rapprochent les femmes de la nature, mais que les identités féminines sont vraiment des constructions sociales. On a aussi les écoféminismes du Sud, avec notamment Vandana Shiva, où aux deux dominations qu'on croise, là, donc les femmes et la nature, on vient rajouter une troisième qui serait la domination coloniale. Ensuite, on a un écoféminisme plutôt radical où on fait un lien entre femmes et environnement basé sur la biologie des femmes, comme je le disais au début, donc de par notre capacité de reproduction, on serait plus proche de la nature. On a un écoféminisme plus spirituel où on va revaloriser des valeurs comme la compassion, le soin, la non-violence. Et puis, dans ce courant-là, on s'inspire beaucoup des religions païennes, des mythologies autochtones, par exemple, etc. Et puis, un écoféminisme que je connais beaucoup moins, mais qui est un écoféminisme éthique, où on aurait promotion d'un droit de la nature et d'un droit des animaux. Puis là, j'en passe sans doute là, aussi en anglais, là, il y en existe d'autres. Mais c'est pour montrer que c'est vraiment, c'est assez varié. Ici, c'était simplement pour insister sur le fait que l'écoféminisme résonne encore d'actualité aujourd'hui. C'est encore Émilie qui écrit que la ressemblance entre la situation dans laquelle l'écoféminisme a émergé, donc je parlais tout à l'heure du risque nucléaire, et le contexte d'aujourd'hui avec les changements climatiques serait assez similaire, surtout par rapport aux émotions qui les accompagnent. Donc, le sentiment d'impuissance, un sentiment de peur, voire de terreur. On parle beaucoup d'éco-anxiété aujourd'hui. Donc, sentiment de tristesse, de colère et d'impuissance face à l'ampleur de la menace. Et donc, pourquoi l'écoféminisme aujourd'hui? Et je vais finir, il me reste quelques slides. Donc déjà, je l'ai dit aussi au début, dans le discours dominant, on voit beaucoup les changements climatiques comme un problème qui est scientifique et qui demanderait une solution technologique sans nécessairement transformer là, le paradigme. Mais l'écoféminisme permet vraiment de recentrer le discours environnemental vers un discours plutôt de justice sociale. Donc, l'importance d'avoir une lutte au changement climatique qui viserait à amoindrir les inégalités et à ne pas exacerber les inégalités. Donc, je pense vraiment qu'on doit penser les changements climatiques comme un enjeu de droits humains. Donc ici, j'ai noté des pistes pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos sociétés en lien avec la crise climatique. Donc, notamment le financement, donc c'est sûr de financer des organisations qui œuvrent pour les droits des femmes, ou bien que le gouvernement fasse des investissements ciblés pour l'équité entre les genres. Sinon, au niveau des politiques, je l'ai dit au début, les politiques ne seront pas efficaces ou équitables si elles ne sont pas davantage sensibles au genre. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement commence à implanter au sein de ses différents ministères, d'avoir le réflexe de procéder à des analyses différenciées selon les sexes pour tous les projets, toutes les politiques qui vont être adoptées. Donc, l'approche de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle permet de mettre en lumière, en fait, avant une intervention gouvernementale, les répercussions potentielles sur différentes personnes. Donc, elle prévient les inégalités plutôt que de devoir les corriger par la suite. Au niveau de la participation des femmes, c'est sûr que c'est super important de stimuler la participation des femmes dans les sphères décisionnelles.
d'avoir la parité ou d'avoir davantage de femmes dans les instances décisionnelles, ça permet d'éviter des angles morts. Ça peut permettre d'influencer positivement aussi le discours politique ou les législations pour la sauvegarde de l'environnement. Donc, il y a certaines études qui montrent que davantage de femmes au pouvoir serait peut-être... il y aurait peut-être un lien de causalité avec le fait d'implanter des politiques qui seraient un petit peu plus efficaces en matière de protection de l'environnement. Donc voilà, donc pour ça, c'est sûr de s'attaquer aux obstacles à l'implication des femmes et puis d'avoir parité là, dans nos organes décisionnels. Ensuite, pour ce qui est de la collaboration, ça, c'est quelque chose de super intéressant. On s'est rendu compte au Québec, il y a plusieurs années, que les groupes environnementaux et les groupes de femmes avaient tendance à travailler en silo, alors qu'il y aurait beaucoup de bénéfices à ce que ces groupes-là travaillent ensemble, notamment parce que les groupes environnementaux peuvent beaucoup s'inspirer des groupes de femmes aussi dans leur mode de fonctionnement. Donc, souvent, dans les groupes féministes, on va avoir un espace qui va favoriser la prise de parole des femmes, où il va y avoir des stratégies pour la prise de parole. Et les femmes vont peut-être être plus à l'aise aussi de prendre la parole entre elles avant de prendre la parole dans des groupes plutôt mixtes. Et puis nous, justement, au réseau, on donne de plus en plus de conférences sur le genre et l'environnement pour des groupes de femmes. Et c'est super intéressant. Puis je pense que c'est super important que ces groupes-là agissent localement et réclament en fait des changements là, au niveau justement des femmes et de l'environnement. Et puis, pour ce qui est de la recherche et de l'éducation, c'est sûr que au Canada et dans les pays développés en général, on manque cruellement de données. Donc, d'aller chercher, de mieux documenter les impacts des changements climatiques sur les femmes, ça va être nécessaire si on veut par la suite agir, passer à l'action. Et je pense que ça fait pas mal le tour pour ça. Au Québec, on a encore quand même peut-être, j'avais pas énormément d'exemples d'initiatives là, qui se disent écoféministes, mais j'ai noté quand même le colloque Écologie, femmes et politique, la nouvelle pensée féministe écologiste qui avait eu lieu en 1990. Ça avait été organisé par les Amis de la Terre de Québec. Et sinon, on a aussi ce super petit livre bleu fort intéressant sur l'écoféminisme qui a été écrit par plusieurs femmes. Et puis, quelques initiatives existantes aussi. J'ai noté le collectif Bloch, qui est un collectif de femmes en art visuel. Et je crois que c'est 2 femmes en art visuel et une femme en conceptrice sonore. Puis, elles ont une approche qu'elles disent être de l'écoféminisme et elles font des manifestations, des performances avec une réflexion critique où elles mettent en perspective, dans le fond, des enjeux là, écoféministes. Je pense aussi à La Fièvre, qui est un duo de musique montréalais électro-pop qui ont justement une chanson qui s'appelle Écoféministe. Sinon, il existe des groupes Facebook aussi de discussion là, autour de l'écoféminisme et il existe sans doute bien d'autres initiatives au Québec que je ne connais pas nécessairement. Parfait. Donc, je conclurai en disant que j'ai noté, là, c'est un mouvement qui évolue. Donc, les enjeux et les luttes et féministes et écologistes ont changé depuis les années 1980. Et donc, évidemment, l'écoféminisme est amené à être en continuelle évolution. Quoi d'autre? Je me souviens plus trop ce que je voulais dire avec mon deuxième énoncé. Donc, je pense que c'était l'importance d'une réponse féministe et intersectionnelle à la crise climatique. Donc, ce qui est certain, c'est que si on n'accorde pas davantage d'attention à la dimension du genre et des droits des femmes dans ce qui est gouvernance climatique, ben, nos politiques d'adaptation pourraient être en fait contre-productives et juste exacerber les inégalités puis les difficultés auxquelles les femmes font déjà face. Sinon, dans un contexte où l'éco-anxiété
est omniprésente de plus en plus auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès de beaucoup, beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans un mouvement comme l'écoféminisme qui mise en fait sur la compassion, sur la connexion, sur la créativité, sur la collaboration entre les personnes. Et puis, finalement, l'écoféminisme, c'est aussi d'expérimenter des formes alternatives de démocratie dans nos relations interpersonnelles, des formes alternatives de revendications environnementales, revendications politiques. C'est aussi de repenser notre rapport à la nature et de créer des réseaux pour renforcer nos connaissances et pour renforcer surtout notre capacité collective à lutter contre les changements climatiques. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais dire ici. J'aurais terminé. On va avoir du temps pour des questions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais être très contente de prendre vos questions. Merci beaucoup, Amandine. Mon Dieu, quel respect du temps. Tu as le chronomètre bien intégré. Est-ce que, s'il y a des gens, en fait, il y avait dans le clavardage des personnes qui se demandaient si on aura accès au PowerPoint, à la présentation. Oui, je peux l'envoyer sans problème. Merci. Donc, on vous transmettra ça aux personnes qui étaient présentes. Désolée, oui, il y avait beaucoup de questions dans le chat que je n'ai pas vu passer. Ben non, il n'y a pas de problème, on s'en est occupé pendant ta présentation. Donc, il y a des suggestions qui ont été faites dans le clavardage, entre autres sur des auteurs ou des théoriciens, des théoriciennes sur l'approche queer, écoféminisme queer, puis sur un cours qu'ils donnent aussi à l'UQAM. Si vous avez des questions, je vous inviterai soit à lever la main en utilisant la main Zoom qui se retrouve dans le bouton réaction, qui est un petit bonhomme sourire avec le plus. Vous avez l'option pour lever la main. Vous pouvez aussi l'écrire dans le clavardage si vous ne voulez pas prendre parole. Vous pouvez l'écrire, puis je vais la lire pour vous. Oui, Marianne. Oui, c'est pas une question très précise, là, mais je me demandais, vu que Amandine, tu as fait ta maîtrise sur l'écoféminisme et les communautés autochtones. Puis tu sais, j'ai pu faire beaucoup de liens aussi dans ma tête avec la domination sur les femmes, sur l'environnement, mais aussi avec le colonialisme un peu, puis tout ça. Donc, je me demandais, est-ce que tu pouvais nous en dire un petit peu là-dessus, là, sur, dans le fond, tes principales, les points clés que tu as retirés de ces recherches-là que tu as fait sur le sujet? C'est vrai que j'en parle moins. C'est vrai que ça faisait partie de mon essai, là, de me pencher sur aussi la part des voix autochtones dans les changements climatiques. J'en parle moins parce que j'ai un certain sentiment de l'imposteur, veux pas, n'étant pas moi-même autochtone, d'aborder ces questions-là. Peut-être la simple chose que je peux dire, c'est que, en fait, surtout au Canada, je voyais vraiment puis justement dans les négociations internationales, je voyais un certain parallèle entre, quand je réfléchissais aux voix qui étaient les moins entendues, dans les solutions à la crise climatique. Mais oui, il y a la voix des femmes, mais les voix autochtones aussi sont parmi les voix qu'on entend le moins. Et puis, les femmes autochtones en particulier ont pourtant énormément de savoirs traditionnels, des savoirs qui sont très différents de ceux de la science moderne, mais tout aussi, si ce n'est plus, valides parce qu'elles sont directement sur le terrain, directement connectées à leur réalité. Et malheureusement, ces savoirs-là ne sont pas vraiment pris en considération ou du moins des fois pris en considération, mais de façon un peu boboche dans des consultations qui ne sont pas nécessairement super respectueuses ou super efficaces ou approfondies. Donc, je dirais que ce rapprochement-là, puis sinon, mais comme je le mentionnais, c'est sûr que dès qu'on est une femme à la croisée
de système d'oppression. Si on est une femme autochtone, ben, on a tout de suite des enjeux très différents qui s'ouvrent à nous là, en matière d'environnement, tout comme les populations racisées qui sont souvent les populations qui vont vivre, par exemple aux États-Unis, les populations qui vont vivre près des sites de déchets toxiques ou des dépotoirs, des choses comme ça. Donc, il y a un lien là, que je fais à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond bien quand même à la question. Oui, merci beaucoup. C'est super intéressant. Merci. Merci. Donc, j'ai une autre main levée, puis ensuite, je vais avoir une question aussi dans le clavardage. Francine Ouellette, vous pouvez allumer votre micro. Bonjour et merci pour votre conférence. Moi, ce n'est pas une question que je veux vous demander, mais hier, j'ai regardé à TV5 une émission justement sur l'environnement, puis c'était en Uruguay. Et le premier ministre ou le président, je ne sais pas, je pense que c'est le président, lui a décidé que c'était important de sauver une rivière. Alors, la rivière est devenue un humain. Ce n'est plus seulement une rivière, mais on humanise justement ce cours d'eau-là. On le respecte. Puis aussi, on le respecte avec les gens qui y vivent, et surtout les Autochtones, qui, eux autres, pour eux, justement, la rivière, c'est un être humain. Ça fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai aimé la façon dont eux, ils sont arrivés justement à dire, ben nous, notre nature, c'est des êtres humains dans lesquels on vit. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Francine, pour le partage. Est-ce que c'était les avocats de la Terre? Si oui, je pourrais le mettre en lien pour tout le monde. Donc, je vais le partager dans le clavardage maintenant. Vous pourrez aller voir ça. Merci pour les conseils. Ça nous amène à voir autre chose. Oui, exactement, les avocats de la Terre. Merci. Donc, dans le... allez-y, oui. Pardon, peut-être juste avant de passer à la question de Denise, je ne sais pas si c'est la prochaine question que tu avais en tête, mais je voulais peut-être rebondir sur le commentaire de Sylvie là, qui dit qu'on n'a pas l'impression d'avoir un gouvernement écoféministe qui propose presque exclusivement des solutions technologiques. Puis, en fait, ça m'a fait penser j'ai consulté récemment la stratégie, en tout cas l'ébauche de stratégie fédérale de développement durable, qui, je pense, 2022-2026. Puis, au chapitre qui se consacre à l'égalité entre les genres, la seule, dans le fond, cible qu'on a, c'est d'augmenter le nombre de femmes employées dans le secteur des technologies propres. Donc, notre seule cible fait référence aux technologies. L'indicateur pour atteindre cette cible-là, c'était donc le nombre de femmes qui vont travailler dans le secteur des technologies propres. Et puis en fait, c'est ça l'action là, pour ce chapitre-là. Donc, je trouvais ça quand même assez cocasse parce qu'encore une fois, ben, on est beaucoup axé sur les solutions technologiques. Là. Voilà. Merci. Donc, une question de Mme Denise Laprise. Elle vous dit, vous parlez d'intersectionnalité. Souhaitez-vous que les associations féministes se regroupent pour travailler ensemble sur tous ces enjeux? Question de mettre la pression pour réussir à changer les choses. Bien évidemment. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ben oui, c'est un peu ce que j'essayais d'exprimer dans le besoin de créer des réseaux puis de mélanger que les groupes féministes se joignent à des groupes écologistes puis qu'on fasse des ponts comme ça là, pour avoir encore plus de levier. Donc, oui, tout à fait, Denise. Une belle compréhension de l'intersectionnalité. Merci. Madame Martine Poirier. Oui, bonjour. D'apporter le sujet, en tout cas, c'est vraiment pertinent et intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, puis je travaille avec des groupes de femmes aussi. Donc, je crois beaucoup au pouvoir mobilisateur des femmes qui ont apporté beaucoup de changements. D'un autre côté, je trouve que ça vient aussi rajouter à la lourdeur et à la charge mentale des femmes, de devoir porter encore
quelque chose de gros sur nos épaules, mais en même temps, comme je disais, dans l'histoire, c'est beaucoup les femmes qui ont changé des choses, donc j'y crois beaucoup. Puis dans le fond, ma question, c'est, ben moi, j'ai beaucoup accroché je connais pas beaucoup le réseau des femmes en environnement, mais ça pique beaucoup ma curiosité. Puis je me demandais, dans le fond, tu disais qu'il y avait des outils, des conférences, vous faisiez beaucoup de conférences avec des groupes de femmes. Je me demandais, est-ce que vous avez des outils de mobilisation? Parce que c'est ça, moi, dans mon travail, ça passe beaucoup par la mobilisation, mais les enjeux environnementaux, je constate que ça fait peur. J'ai l'impression que les gens ne savent pas toujours, c'est gros, on se sent impuissant, puis on ne sait pas trop par quel bout prendre ça. Donc, c'est déjà, il y a beaucoup de freins. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais voilà ma question. Ben, du moins, j'en comprends qu'on pourra peut-être se reparler ensemble, là, Martine. Il y a peut-être, je serais curieuse en tout cas d'avoir encore davantage là, de vos réflexions et tout. En termes d'outils de mobilisation, nous, en fait, c'est beaucoup dans les communications, beaucoup dans la sensibilisation auprès de nos membres et tout. Puis sinon, ça se fait beaucoup au niveau de la recherche. Là, en 2014, on avait fait une étude où on est allé sur le terrain interroger conduire des entrevues là, auprès de groupes de femmes et de groupes environnementaux pour connaître leurs préoccupations. On a aussi produit des fiches informatives qu'on pourra mettre peut-être dans le courriel là, de suivi, des fiches informatives sur les enjeux de genre et d'environnement qui se veulent une façon de renforcer les connaissances des gens, mais je ne sais pas si ça rentre dans ce que vous entendiez par outil de mobilisation. Mais on pourra peut-être s'en reparler ensemble si vous voulez. Merci. Merci. Madame Linda Youd. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, ce que je retiens, c'est que souvent, ça prend un choc ou un événement pour que les femmes sortent dans la rue ou fassent un événement. Il y a 2 ans, il y a eu Mères au front qui a été créé là, par Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Varidel. Moi, je trouve que c'est important d'être dans des mouvements et de travailler fort, mais c'est aussi important d'aller au Parlement pour voter les lois et être là sur place. Puis actuellement, bien, les partis politiques, avec notre mode de scrutin, bien, on n'a pas une représentativité égale selon les partis pour lesquels on vote. Alors, moi, ce que je nous suggérerais, c'est qu'aux élections de cet automne, on demande aux partis d'avoir une représentativité proportionnelle lors des élections, parce que dans tous les pays où il y a une représentation proportionnelle, l'environnement est un enjeu majeur. Les femmes ont plus de place en politique. Et je pense qu'il faut aller vraiment vers ça. Là. Le mouvement Démocratie Nouvelle, ça fait 25 ans qu'il le demande. Et il y a une coalition aussi qui existe, la coalition pour la réforme électorale maintenant, qui regroupe des syndicats, des groupes de femmes. Je vous demande de porter attention à tout ça parce qu'il faut vraiment arriver à un mode de scrutin qui va nous permettre d'avoir vraiment un vote qui compte. Parce que 40% des votes pour M. Legault actuellement, ça lui donne une majorité. Alors, la majorité, on le voit, un gouvernement majoritaire, ça met son programme en place, mais les partis d'opposition et les voix alternatives ne sont pas présentes. Alors, nous, les femmes, on aimerait ça être plus présentes avec nos idées et nos valeurs. Je n'avais pas vraiment de questions. J'ai trouvé ça très intéressant, la présentation d'aujourd'hui. Merci, Linda. Oui, merci, excellente intervention. Ben oui, c'est vrai, tout à l'heure, je disais l'importance de la parité, l'importance d'avoir davantage de femmes dans les instances décisionnelles. Bien, le comment, c'est vrai que ça passe beaucoup par nous aussi, notre vote. Non pas seulement mais oui, aussi, c'est important d'avoir je sais qu'il y a des groupes qui visent à renforcer les capacités des femmes pour qu'elles se sentent à l'aise de se lancer en politique. En tant que femme, on a souvent un sentiment de l'imposteur. Donc, autant ça, c'est important de mettre les femmes en confiance et tout, mais autant, oui, nous, clairement, on a définitivement un rôle à jouer. Donc, merci, Linda, pour le commentaire. Merci. Et dans le clavardage, il y a peut-être une dernière intervention qui conclurait bien peut-être cette conférence. Madame Marie Begas,
excusez-moi si je ne prononce pas comme il faut, nous dit « J'aime beaucoup cette citation de Kropotkin, pardon. Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Est-ce que c'est une manière de concevoir les actions écoféministes? » Marie, moi aussi, j'adore cette citation. Et oui, tout à fait. Je pense que ta question, je suis sûre que tu avais déjà la réponse à ta question, dans le fond, en la posant, là, parce que oui, en effet, tout à fait, on ne peut pas... c'est ça, c'est vraiment à nous de la réclamer, de réclamer cette égalité-là dans le système tel qu'il est. Ben, en effet, ça ne va pas nous tomber du ciel. Donc oui, je pense que c'est super important là, de lutter pour. Puis oui, c'est une excellente citation qui conclut super bien là, la conférence. Merci. Marie. Merci Virginie aussi dans le chat. Bien, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Surtout, j'ai aimé qu'à la fin de la période de questions, on commence à dresser un peu un lien aussi sur nos actions concrètes en tant que citoyens, citoyennes qui avons un droit de vote et un droit de faire changer les choses. Je pense qu'effectivement, quand on va commencer à avoir de plus en plus de femmes dans les instances décisionnelles et que les femmes soient plus représentées au niveau, par exemple, dans le mode de scrutin, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un processus dans les méthodes de travail, les méthodes politiques, puis la mise en application qui montre une plus grande concertation, une plus grande collaboration, qui fait partie donc de cette mentalité-là de l'écoféminisme, de se voir comme faisant partie d'un tout concerté qui doit travailler ensemble pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, franchement, j'ai trouvé que ça suivait un beau fil conducteur. Amandine Gournay, un énorme merci pour ta présentation qui était très claire, à la fois théorique, mais très simplifiée, très accessible à mon œil. Je voudrais vous remercier à toutes d'avoir été, tous et toutes, d'avoir été présentes pour l'activité. On organise dans le cadre de cette activité, puis dans le cadre de quelques grands événements que la FEAS a organisés, une collecte de dons volontaires. Les profits sont remis à RQ-CALAC, donc le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On vous invite grandement à faire un don. Leur travail est prioritaire dans notre société, puis correspond vraiment à la mission de la FEAS de lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, on vous remercie pour vos dons. On va envoyer le lien également dans le courriel de suivi avec toutes les informations, dont la présentation d'Amandine. Donc, un énorme merci pour votre solidarité pour le Jour de la Terre. Continuez les mobilisations, ça continue toute l'année. Le Jour de la Terre, c'est un peu un moment de mobilisation collective, mais c'est-à-dire que c'est seulement le début d'une année à venir. En plus, c'est une année importante, une année d'élection. Donc, n'hésitez pas à aller demander à nos gouvernements c'est quoi leur projet pour une société éco-responsable. Donc, je vous remercie. Un énorme merci à tout le monde, aux membres AFEAS et aux invités. Merci au Réseau des femmes en environnement. Puis, on se retrouve très bientôt.